100 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Mediaclass. Ça représente presque 8 millions de vues, un peu plus de 300 vidéos, et ça fait maintenant 5 ans que je fais ce travail. Donc ça, ce sont les chiffres, mais au-delà des chiffres, c'est toute une communauté de personnes qui sont passionnées par la littérature, qui sont curieuses, qui sont bienveillantes, et surtout, qui sont là régulièrement. Merci à vous pour tout ça. Et je m'en rends compte à travers les différents commentaires que je reçois régulièrement. Les étudiants qui me disent « Ça y est, j'ai eu mon bac avec mention. J'ai eu ma licence, mon master. Ça y est, je suis devenu professeur de français. » Jusqu'ici, je prenais surtout la parole pour ces sujets sur les différents réseaux sociaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, et dans mon éditorial sur mon site. Mais je pense que c'est vraiment le moment de répondre à vos questions. 100 000 abonnés, c'est un tournant. Jusqu'ici, il y avait beaucoup de choses qui étaient pour moi de l'ordre de l'implicite. Mais justement, je trouve ça important de les rendre explicites, de vous les raconter, de vous dire ce qui est moteur pour moi, pourquoi la littérature, pourquoi est-ce que j'en parle autant, quels sont mes différents choix. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais tout de suite commencer avec la question de Oulash ASTP. Pouvez-vous nous conseiller des romans pour améliorer notre langue, des romans qui ne sont pas difficiles à comprendre et qui sont amusants? Donc quand j'ai lu votre question, j'ai tout de suite pensé à Italo Calvino, qui a de très bonnes traductions en français. On ne s'ennuie jamais en lisant Italo Calvino, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le lire, c'est pétillant, c'est plein d'humour, ça se lit facilement. Je pense notamment à la trilogie Le Baron Perché, Le Vicomte Pourfendu, Le Chevalier Inexistant. Ce sont des contes philosophiques qui nous amènent donc à la réflexion, mais tout en restant très légers. C'est très agréable à lire, c'est plein de rebondissements. Souvent, on conseille aux étudiants Maupassant, parce que c'est un très bon écrivain qui représente bien le courant réaliste français du 19e siècle. Et il y a de bonnes raisons à ça, l'écriture de Maupassant est feuilletonesque, on s'y intéresse, les descriptions sont courtes, on entre rapidement dans le vif du sujet. Il y a aussi toutes ces nouvelles, donc on attend une chute et on lit le récit de bout en bout avec un certain suspense. Après, personnellement, vous savez que j'aime beaucoup les classiques, mais je ne vais pas vous recommander de lire ça uniquement. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes, notamment du côté de la bande dessinée et du côté de la littérature jeunesse. En fait, en ce moment, c'est un essor particulier dans ces différents secteurs, et vous allez découvrir des auteurs qui sont vraiment excellents. Ce sont des récits qui vont favoriser la narration, le suspense, vous allez être happé par une intrigue, et si vous les sélectionnez bien, vous allez trouver, je pense, vraiment des pépites dans ces domaines-là. Là, je pense par exemple, pour la bande dessinée, à Nicolas de Crécy, le Bibendum Céleste. C'est un univers qui va tout de suite vous happer, les textes sont plutôt faciles à lire, assez courts. Si vous préférez les expériences de vie, vous avez par exemple L'Ascension du Haut Mal de David B. ou Habibi de Craig Thompson. Bon, en fait, je pense à plein de BD entre Johann Sfar, Lewis Trondheim, Tardieu, Bilal. Vous allez trouver vraiment tout un panel de bandes dessinées qui sont vraiment bien écrites, qui sont passionnantes. Je vous conseille d'aller explorer tout ça. Après, mon dernier conseil, c'est de vous rendre auprès de votre libraire. Vous pouvez lui dire quelles sont vos préoccupations. Le mieux, c'est d'avoir des conseils qui sont personnalisés. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Des gens qui lisent, ma petite librairie de quartier. Ils sont toujours de bons conseils. Et c'est chez eux que je vais trouver tous les livres utiles, ceux que j'analyse, ceux qui me servent pour les recherches, et puis aussi pour mes loisirs et pour offrir. Deuxième question, Fatouma Touré me demande: quel est le livre le plus ennuyeux que vous ayez eu à lire? Alors des livres ennuyeux, j'en ai lu plein, et du coup, il y en a plein que j'ai pas fini. Mais en gros, ça tombe dans deux catégories. D'abord, il y a ceux qu'on ne va pas trouver intéressants parce que vous avez déjà répondu aux questions, ça ne vous apporte rien personnellement, vous voyez exactement où le livre va en venir, donc pour le coup, là, c'est pas la peine de continuer. Par contre, dans la deuxième catégorie, les livres qui ne vous accrochent pas, mais vous sentez que vous n'avez pas vraiment les clés pour les comprendre. Dans ce cas, ça vaut le coup d'utiliser l'ennui qu'il vous suscite un peu comme une intrigue, un peu comme une énigme, et essayer de chercher, de voir quel est le secret de ce livre. Par exemple, quand j'ai découvert Madame Bovary, ça ne m'a pas intéressé, j'étais adolescent, et j'ai essayé de comprendre l'intrigue, et l'intrigue c'est finalement uniquement l'ennui de Madame Bovary, donc j'ai vraiment pas accroché. Et puis j'ai redécouvert Madame Bovary à la fac, et je me suis rendu compte qu'en fait l'écriture de Flaubert est toujours très ironique. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment ce que l'auteur a voulu dire, l'émotion qu'il a mis dans son écriture, sa parole à lui, plus que l'histoire de Madame Bovary. Donc ce qui est en jeu, c'est le rapport de Flaubert avec la littérature, mais aussi son rapport avec son personnage. Il est à la fois très critique, et en même temps, il a une certaine tendresse pour cette Madame Bovary qui malmène beaucoup. Donc en fait, mon message, à travers ma chaîne et à travers toutes mes vidéos, c'est il faut passer
au-delà de l'intrigue. Si vous restez dans l'intérêt de l'intrigue et dans l'intérêt de la chute, vous n'allez pas saisir le véritable intérêt d'un livre classique. Et donc c'est pour ça que je répète souvent, vous avez dû m'entendre le dire plusieurs fois, on ne peut pas spoiler un classique. Et au contraire, je dirais même que c'est à partir du moment où on l'a spoilé, qu'on va se libérer de l'intrigue, et qu'on va pouvoir entrer dans les véritables thèmes, ce qui fait que ce livre est véritablement devenu un classique. Certains livres sont faits pour être lus une fois, d'autres ont une petite astuce qui nous permettent de le relire 2 fois avec plaisir, mais il y a certains livres qui sont faits pour être inépuisables, et c'est cela qu'on va pouvoir faire entrer dans les classiques. Et c'est justement parce qu'ils accueillent quelque chose d'insoluble, de mystérieux. Et moi c'est ça qui m'intéresse et qui m'intrigue, et c'est ça que j'ai envie d'explorer sur Mediaclass. Alors ensuite, 3 questions qui vont ensemble, donc je vais y répondre en même temps. Pierre me demande quels sont vos romans préférés. Luna Lovegood me demande tes romans préférés ou une époque en particulier dont tu apprécies la littérature. Et Fatouma Touré me demande si vous deviez garder un seul livre dans votre bibliothèque, ce serait lequel et pourquoi? Alors ma réponse spontanée, c'est un peu une pirouette. Pour moi, le livre que je préfère, c'est celui que je lis en ce moment. C'est-à-dire que je me consacre vraiment à la lecture d'un livre et c'est lui qui va colorer ma vie au moment où je lis. Donc là tout récemment c'était Les Lettres persanes. À la base c'est pas vraiment mon roman préféré, mais en le lisant je me suis imprégné de l'esprit de Montesquieu et déjà ça tire mon intelligence vers le haut et puis ensuite ça m'a vraiment donné des clés pour regarder le monde actuel, pour regarder mon propre vécu. C'était vraiment une expérience intéressante. Montesquieu m'a vraiment offert à ce moment-là un nouveau regard qui m'a passionné. Donc ça c'était pour ne pas vraiment répondre à votre question. Mais sinon pour vous répondre, ce que je préfère, ce sont les jeux avec l'absurde et avec la subjectivité. Et dans toutes les périodes de vie où j'ai été accompagné par la littérature, l'un des personnages qui m'a le plus frappé, c'est Molloy, donc le roman Molloy de Beckett. Alors en fait il fait partie d'une trilogie avec Malone Meur et l'Innommable, mais ce personnage de Molloy m'a particulièrement fasciné parce que Beckett a créé de toutes pièces cette personnalité et nous met à sa place. Donc on va vivre à travers ses propres perceptions et ses propres pensées qui sont vraiment très particulières. Si vous voulez, je vois un petit peu le style d'écriture comme le moule d'un cerveau, la matérialisation d'une manière de penser. Et du coup, certains écrivains parviennent à créer toute une subjectivité et ensuite à nous faire rentrer dans cette subjectivité par leur exercice de style. Et c'est d'ailleurs un peu la même chose qu'on retrouve chez Camus, qui parvient à se mettre à la place d'un Meursault dans L'étranger, et qui parvient aussi à se mettre à la place d'un autre personnage qui est très différent mais qui à mon avis est assez complémentaire avec Meursault, c'est Clamence dans La Chute. Donc ça, cette idée qu'on va pouvoir se plonger alternativement dans une subjectivité ou dans une autre grâce à la littérature, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Alors si je devais garder un seul livre de toute ma bibliothèque, je pense que ce serait pas un roman, ce serait plutôt un recueil de poèmes. Et je pense à La Légende des siècles de Victor Hugo. Pourquoi ? Parce que c'est un recueil qui est extrêmement motivant. J'aime la sensation que ça me procure quand je le lis. C'est très épique, et même les passages qui sont un peu plus pathétiques ou lyriques, finalement, ont une ampleur de langage, et en fait, Victor Hugo me donne cette sensation que être humain, c'est formidable, on peut tout faire, on peut tout comprendre, et il y a chez Victor Hugo cette générosité et cette énergie qui me plaisent beaucoup. Maintenant, Myriam Abbas me demande poème ou roman. Alors d'abord, je tiens à dire que j'aime particulièrement le mélange des genres, donc le fait de rencontrer du roman dans la poésie ou de la poésie dans le roman, ou même un petit peu de théâtre entre les deux. Mais je vais quand même répondre à votre question. J'ai toujours eu un faible pour la poésie, parce que je trouve que le langage poétique a vraiment un poids particulier. On atteint la quintessence d'un langage. Voire même, la poésie va inventer son propre langage. On va avoir l'impression de sortir du langage qu'on a l'habitude de lire pour trouver quelque chose de plus condensé, qui a plus de force. Alors que le roman, son avantage, c'est qu'il va ressembler à la vie. Il va ressembler à un brouillon qu'on a déjà corrigé et recorrigé et qu'on pourrait peut-être même re-recorriger, pourquoi pas. Alors que la poésie, elle a quelque chose de complet, et j'aime bien cet aspect ciselé, abouti. Un peu comme si elle essayait de dépasser le donné, de dépasser la vie réelle. Et ça, je trouve que ça lui donne quelque chose de magique. Et on dirait que maintenant, la poésie, elle évolue vers des formes encore plus libres, encore plus musicales. On a pratiquement une poésie abstraite qui va se détacher du langage. Et par exemple, dernièrement, j'ai découvert une réécriture de Beaux endormis sur la chaîne des frères Michel, donc je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment un résultat assez fascinant. Je vais vous mettre le lien en description. Lady Linzula me demande
vous avez rythmé mes années de cours de français. Est-ce que vous avez toujours voulu être prof de français? Alors d'abord, bravo pour vos études. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des étudiants qui, à un moment donné, ont utilisé mes supports. J'ai parfois l'impression d'être un jardinier qui a arrosé des graines mais sans savoir lesquelles, et puis qui découvre des plantes qui ont poussé et qui se sont épanouies. Et c'est vraiment ce travail-là qui me plaît. Et donc ça rejoint votre question, qu'est-ce qui m'a motivé à devenir professeur de français? Eh bien, justement parce que je crois que la littérature fait exactement ça. Alors j'ai toujours aimé la littérature, mais j'ai mis du temps à comprendre exactement pourquoi, quels étaient les ressorts qui étaient à l'œuvre dans mon goût pour la littérature. Et je me suis rendu compte à un moment donné que le véritable professeur, le professeur de vie, eh bien c'est l'auteur lui-même. Il va s'exprimer dans une langue qui n'est pas la plus simple à comprendre pour nous, parce qu'elle est contextualisée et parce que elle est parfaitement adaptée à ce qu'il essaye de dire. Mais justement, le professeur de français va être seulement un passeur, c'est lui qui va donner les clés, qui va nous permettre d'accéder à tout ce que l'auteur a voulu dire et qui est particulièrement précieux. Et personnellement, j'aime beaucoup ce rôle-là, qui est de créer une connexion, un lien entre toute cette expérience accumulée dans les livres, cette expérience du passé, cette expérience humaine, et ensuite ce que vous allez en faire dans le présent, dans l'avenir, et qui pour le coup va dépendre de vos rêves et de ce que vous avez envie de faire, mais ne va plus vraiment dépendre de votre professeur de français qui vous a simplement donné les outils. 6e question, Diana Caplier me demande, le quantitatif fait-il le qualitatif? Alors ça c'est une super question, parce que l'air de rien, c'est une question que je me pose tous les jours. Alors personnellement, je privilégie toujours le qualitatif et je vous conseille de toujours aller vers le qualitatif. Mais le plus dur, c'est de se lancer. On peut pas avoir en tête quelque chose de parfait et se dire je vais réussir à le réaliser là, maintenant, à l'instant T. D'abord parce qu'il faut réussir à concevoir exactement ce qu'on veut et ça peut changer dans le temps. Et ensuite parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens matériels nécessaires ou toutes les compétences pour le réaliser directement. Donc on va être obligé de faire des choses qui sont un peu imparfaites d'abord. C'est une expression que j'aime bien, on apprend en marchant, ou c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en fait pour moi ça veut dire qu'on va utiliser le quantitatif pour aller vers du qualitatif. Donc il faut faire les choses et c'est pour ça que quand je réalise mes vidéos, je suis assez perfectionniste, j'essaye de faire un résultat qui soit à la hauteur, mais en même temps je suis toujours en train de penser à la vidéo suivante en me disant elle sera un petit peu mieux, elle sera encore mieux. Alors maintenant un commentaire très positif de Bayrou qui me demande notamment êtes-vous professeur au lycée ou à l'université? Alors à l'université, j'ai eu l'occasion de faire quelques tutorats et j'ai de très bons souvenirs de ça. Et ensuite, après mon master, j'ai enseigné surtout au collège et notamment en 3e. Mais j'ai aussi enseigné au lycée et pendant un temps à des SECPA. Et j'ai donné beaucoup de cours particuliers, donc j'ai pratiquement touché à tous les niveaux. Et j'ai même donné des cours de musique en batterie et en guitare. Si vous voulez voir le détail de mon parcours, vous pouvez le trouver sur mon profil LinkedIn. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir quel est le fil conducteur, essayer de donner un sens à ce parcours. Donc après mon master, d'ailleurs je vais revenir un peu plus tard sur mes différents mémoires, ça m'a paru évident que je voulais devenir professeur de français. Je voulais transmettre cette passion pour la littérature. Et donc ça a été toute cette période avec les concours et les différents remplacements que j'ai faits sur plusieurs niveaux. Et en même temps, je m'intéressais déjà au numérique dans la formation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes qui étaient en train de fonder une start-up de formation en informatique et qui avaient besoin de quelqu'un qui avait une expérience en pédagogie. J'ai donc laissé l'Académie de Versailles derrière moi et j'ai commencé à réaliser des centaines et des centaines de petites vidéos de formation en informatique. C'était une aventure assez intense et à un certain stade de maturité, on a commencé à traduire toutes ces formations dans différentes langues. Donc j'ai recruté des formateurs et ensuite je les ai coordonnés pour traduire tout le catalogue en espagnol, portugais, brésilien, chinois, allemand, etc. Et avec l'expérience, avec tout ce que j'avais appris en bureautique mais aussi en développement web, je me suis senti assez à l'aise pour fonder mon propre site. Et en même temps, j'avais envie de revenir à mes premières amours, la littérature, donc je me suis dit pourquoi pas faire une synthèse de tout ce que j'ai appris et de tout ce qui fait mon expérience pour fonder une plateforme de formation en littérature. Et donc c'est comme ça que Mediaclass est né. Je rassemble maintenant 3 questions qui vont un peu dans le même sens, vous allez voir. Yasmine Yailiel me demande « Quelles études avez-vous fait ?» Le décodeur philosophique me demande « Sur quoi portaient vos travaux de recherche en Master 1 et 2 ? Avez-vous fait une thèse ?» Et Théo, un courant littéraire ou un auteur préféré. Donc la question de mes études et puis vers quel siècle, vers quel mouvement tout ça m'a amené.
J'ai beaucoup aimé toute ma vie étudiante à Paris 3. C'est une fac à taille humaine, les profs sont excellents, la préparation des concours est efficace, et c'était pour moi un moment vraiment stimulant intellectuellement. Et dans cette fac, on trouve des étudiants qui sont dans des domaines très variés mais complémentaires. Le théâtre, les langues, la traduction, la communication, etc. Alors d'abord en M1, j'étais vraiment intéressé par la question de la diversité. La diversité, c'est pas la multiplicité, parce que la multiplicité, on peut toujours trouver un dénominateur commun, donc on peut toujours la réduire. Alors que la diversité, et c'est ça qui m'intéressait, elle a toujours quelque chose de contradictoire, un élément qui va pas pouvoir être résolu. Et c'est ça qui m'intéressait, je voulais voir comment la littérature peut se saisir de ça et ce qu'elle en fait. Et en même temps, j'aimais beaucoup Louis Aragon, parce que c'est un grand poète qui est très sensible, qui a un style très sophistiqué, et en même temps, il reste assez compréhensible. Et aussi parce qu'il s'est intéressé à la fois à la musique, au jazz, à la batterie, et à la peinture, au cubisme. Et toute sa démarche est intéressante parce qu'il est parti du surréalisme, mais pour aller progressivement vers la compréhension de la complexité du réel. Et cette démarche est une véritable aventure qu'il a partagée à travers son œuvre, et qui m'a beaucoup fasciné, et justement, à un moment donné, en se saisissant d'une certaine esthétique de la diversité. Et dans un moment de doute existentiel, Aragon a écrit un ovni qui s'appelle le théâtre roman, qui m'a particulièrement intéressé parce que justement il y a toute cette idée de mélange des genres. Et donc mon mémoire de M1 portait sur le sens d'une esthétique de la diversité dans le théâtre roman de Louis Aragon. Et j'ai été dirigé par Maryse Vassevière, qui a été très inspirante. Ensuite en M2, ça m'a paru logique de m'intéresser à la question de la subjectivité, justement parce que cette contradiction qu'on trouve dans la diversité, elle va souvent en littérature se cristalliser au niveau des personnages. On va avoir plusieurs personnages qui vont représenter des points de vue différents et contradictoires, donc on va avoir de la diversité. Mais aussi parce que au sein d'un même personnage, on peut retrouver ces contradictions, et c'est ça qui va créer la dynamique et l'évolution du personnage lui-même. Et d'ailleurs, c'est aussi souvent un axe qu'on développe en histoire littéraire pour comprendre l'évolution de la littérature à travers les siècles. Comment les personnages sont conçus, comment sont représentées leurs subjectivités, et qu'est-ce que ça représente dans l'évolution des pensées, dans l'histoire des idées. Et donc il m'a semblé qu'en m'intéressant à ce sujet, pas d'un point de vue psychologique, mais vraiment d'un point de vue littéraire, dans la représentation de ces subjectivités, on allait pouvoir saisir quelque chose de spécifiquement littéraire. Et alors j'ai découvert un auteur, un symboliste du 19e siècle, qui était très connu à l'époque et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, et qui s'appelle Rémy de Gourmont. Et dans l'œuvre de Rémy de Gourmont, il y a toute une métaphore chimique pour représenter les personnages, leur subjectivité, leurs pensées, qui vont être comme des couleurs ou des liqueurs, qui vont rentrer en réaction les unes avec les autres, qui vont déteindre les unes sur les autres. Et donc mon mémoire de M2 portait sur la représentation de la subjectivité chez Rémy de Gourmont. Et j'ai été dirigé par monsieur Paolo Tortonese, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a extrêmement bien dirigé. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir un peu mon mémoire sous forme de document PDF, on peut le trouver sur la page Wikipédia de Rémy de Gourmont. On me demande parfois si j'ai l'intention de me lancer dans un doctorat ou dans une thèse. Ce serait intéressant, mais pour l'instant c'est vrai qu'avec Media Class, j'aborde tout le temps de nouveaux sujets et je continue d'apprendre des choses, donc je ressens pas spécialement ni le besoin ni l'envie de faire une thèse. Après, si je devais commencer une thèse, ce qui m'intéresse, c'est le sujet que je pourrais aborder, je pense que ce serait sur la question de l'immersion. Comment la littérature nous embarque dans un univers. Et je crois qu'on peut sentir ça dans l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour les trilogies, pour les séries et même pour les jeux vidéo qui proposent souvent des univers particulièrement immersifs. Et je me demande si la littérature n'a pas quelque chose à proposer de ce point de vue-là. En tout cas, je crois que ça peut être vraiment intéressant d'étudier cette question de l'immersion dans la littérature d'un point de vue de la recherche. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le Décodeur philosophique pour sa question, mais aussi pour tous les échanges qu'on a pu avoir dernièrement à ce sujet. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la chaîne du Décodeur philosophique. Il aborde des questions philosophiques, mais toujours avec des questions clés qui vont relancer l'intérêt de la réflexion. Et c'est toujours très stimulant intellectuellement, donc je vais vous mettre le lien en description. Alors maintenant, une série de questions des frères Michel. Je vais essayer de répondre à tout, mais vous allez voir que certaines questions ont déjà trouvé des réponses, et puis d'autres vont trouver des réponses en lien avec des questions qui vont arriver ensuite. Donc je vais répondre à tout ça, mais pas forcément dans le même ordre. Petite question. Comment tout a commencé? Es-tu entouré d'une équipe? Des projets littéraires en cours d'écriture? D'autres surprises à venir? Media Class 2030, ça ressemblera à quoi?
un professeur de français qui a marqué ton parcours, le pire et le meilleur de travailler sur YouTube. Alors le début de Mediaclass, vous l'avez déjà, mais je peux dire qu'aujourd'hui je travaille complètement seul, je n'ai pas d'équipe autour de moi. Aujourd'hui j'ai surtout 4 domaines à gérer. D'un côté le site, le développement, la maintenance du site. Ensuite le contenu, donc la recherche, la rédaction des vidéos. Ensuite la partie plus concrète du montage, de la réalisation des vidéos, de la recherche des images. Et puis le 4e domaine c'est la gestion des réseaux sociaux, répondre aux commentaires, être présent sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Pour l'instant j'arrive à gérer tout ça et j'aime assez avoir une semaine qui est avec des activités variées, qui me permettent d'être à la fois dans la réflexion, dans l'action, des fois dans le travail un peu mécanique du montage, mais ce sont des activités qui me plaisent. Donc pour l'instant je ressens pas vraiment le besoin de travailler avec une équipe, mais c'est pas forcément exclu pour l'avenir. Justement pour l'avenir, j'ai évidemment plein de projets pour Mediaclass. D'abord on pourrait imaginer des QCM ou des petits jeux liés à chaque vidéo. Et puis j'aimerais aussi explorer d'autres formats de vidéos. Par exemple, aller vers des thèmes un peu particuliers sur une œuvre précise. On pourrait imaginer la question de l'alchimie chez Baudelaire. On pourrait imaginer la question du rire chez Rabelais. Y a aussi toute une série de vidéos d'histoire littéraire que je prépare depuis quelque temps et qui ne demandent qu'à être réalisées. Ensuite, pour vraiment prendre des décisions au niveau de l'évolution de Mediaclass, de toutes les façons, je vais me fier à vos commentaires, donc à vous, et en partie aux analytics de YouTube qui me donnent des informations aussi. En tout cas pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que je vais garder cette double orientation. D'un côté, des vidéos qui sont plus divertissement, qui vont plus vous intéresser de bout en bout, et qui vont me permettre de faire fructifier la chaîne YouTube. Et de l'autre côté, des vidéos qui sont plus techniques, qui vont aller plutôt vers l'explication de textes ou vers l'explication de thèmes précis dans une œuvre et qui vont plutôt se retrouver sur mon site. Et là, ça va plutôt intéresser les étudiants qui préparent des concours ou les professeurs qui recherchent des informations pour construire leur propre cours. Et donc pour moi, YouTube et aussi les autres réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de garder contact avec ma communauté, avec les étudiants qui ont utilisé mes ressources, mais aussi un moyen d'échanger avec d'autres créateurs, d'autres vidéastes. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai le plus progressé, en discutant avec des vidéastes, avec des créateurs, ou même avec des professionnels dans différents domaines que j'ai pu rencontrer ici, ou par exemple sur LinkedIn, Twitter, Facebook. C'est grâce à cet échange d'expériences que j'ai pu faire évoluer ma manière de concevoir les vidéos, ou même mon rapport à la pédagogie. D'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'on consolide vraiment un projet, plus qu'en faisant ponctuellement une association ou un coup de publicité par exemple. Maintenant, une question de Ayman Shahaban. Que faire pour améliorer notre langue française et parler couramment comme vous? Alors c'est vrai, c'est pas toujours facile de devenir autonome dans son apprentissage du français. Vous n'avez pas forcément un professeur sous la main ou même un natif de langue française pour parler avec vous. Souvent ce que je conseille, c'est de faire un club de lecture. Vous rassemblez plusieurs étudiants qui ont à peu près le même niveau, qui ont envie d'apprendre le français, et vous allez sélectionner une œuvre qui vous semble abordable pour en parler ensemble. Vous fixez un rendez-vous, ça vous permet de vous motiver à lire le livre avant une certaine date d'échéance. L'idéal aussi, c'est de vous attribuer à chacun un petit thème que vous allez étudier chacun de votre côté. Comme ça, vous n'allez pas répéter ce que les uns et les autres vont dire. Et d'ailleurs pour ça, vous pouvez utiliser Mediaclass puisque vous savez que je propose des petites cartes thématiques. Donc en regardant les vidéos de Mediaclass, vous allez avoir les différents thèmes que vous allez pouvoir vous distribuer les uns les autres, et puis en plus vous allez avoir les clés de lecture qui vont vous permettre de bien comprendre le livre que vous allez étudier ensemble. Et ensuite vous vous donnez rendez-vous et chacun va présenter le thème qu'il a préparé. Donc dans un premier temps, vous pouvez simplement rédiger un petit texte que vous allez simplement exposer, et puis petit à petit vous allez voir que vous allez être de plus en plus à l'aise, et vous allez pouvoir commencer à improviser et à prendre une parole plus libre en français. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il touche vraiment tous les aspects de la langue. D'abord, vous êtes plongé dans un bain culturel parce que vous lisez un auteur qui a écrit en français. Et ensuite, vous fréquentez une langue qui est assez sophistiquée, avec un vocabulaire assez riche, avec des tournures syntaxiques qui sont pas toujours les plus simples. Ensuite, ça vous aide à formuler votre propre pensée. Vous allez rédiger, vous allez vous exprimer à l'oral et vous allez écouter le point de vue des autres. Donc vous voyez, cet exercice, il permet vraiment de toucher à
tous les aspects, toute la complexité du rapport que vous pouvez avoir avec la langue française. Et enfin, une dernière question de Julien Gilbert. Comment a pris votre amour pour la littérature, un auteur, un parent, un professeur, un roman amer, une réplique percutante, un vers obscur? Alors j'ai gardé cette question pour la fin parce qu'elle me touche effectivement plus personnellement, mais ce qui m'a amené à la littérature, c'est en fait le besoin d'écrire. Mais le but, c'était pas de me donner à lire, j'avais pas l'intention de me faire publier. J'avais plutôt besoin de me comprendre moi-même, de formuler mes propres pensées. Et même avant l'adolescence, je ressentais ce besoin de poser mes émotions et mes pensées sur le papier. Donc c'était une sorte de monologue avec moi-même. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le monologue, ça ne suffit plus, et on a besoin de fréquenter la pensée des autres. D'abord pour relancer sa propre pensée, et aussi parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de comprendre quelles étaient les motivations, qui sont forcément différentes, les motivations d'autres personnes pour écrire. Et c'est alors que est né en quelque sorte l'ancêtre de Mediaclass, ça s'appelait Le Rendez-vous des Mondes, et c'était un site, une page perso que j'avais réalisée à l'époque uniquement en HTML, et où les différentes personnes que je connaissais du lycée, des amis, mais aussi de simples connaissances, qui avaient envie d'échanger autour de ces sujets, et qui écrivaient de la poésie ou des petits textes courts, certains même faisaient de la photographie. Et on a même commencé ce qu'on appelait une histoire interactive, qui était en fait une sorte de jeu de rôle, où chacun avait son personnage, et ces personnages interagissaient à travers des posts qu'on rédigeait tour à tour. Donc vous voyez que la littérature s'est présentée à moi d'abord comme un moyen de me comprendre moi-même, et puis ensuite d'être en lien avec les autres, et d'agir sur mon propre vécu. Donc ça va bien au-delà d'une simple question de culture générale. Et c'est ça qui me motive profondément à partager ma passion pour la littérature. Parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose de vraiment spécifique à la littérature qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et cette chose spécifique, c'est le fait d'avoir un auteur qui est là, qui nous accompagne pendant des jours, pendant des semaines. On lit un petit peu tous les soirs. Et cet auteur, par ses histoires, par son point de vue sur l'histoire qu'il raconte, est un peu comme un mentor bienveillant qui nous accompagne, qui est là derrière notre épaule et qui nous offre un regard pour comprendre notre propre expérience. Et alors je vois la littérature comme un révélateur ou un exhausteur d'expériences. Je pense que les personnes qui ont une très bonne mémoire vont associer leur vécu à des émotions. Leurs expériences vont répondre à des questions qu'ils se posent intérieurement. Et je pense que c'est ça que la littérature peut faire. Elle nous aide à retenir ce qu'on vit et elle nous aide à le vivre plus intensément. Et voilà pourquoi je suis convaincu que la littérature continue d'être importante aujourd'hui. Ce n'est pas un média du passé, c'est au contraire quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui, dans le foisonnement des divertissements qui nous sont proposés et qui se trouvent sur des formats très très variés, avec des médias très variés, la littérature va rester là, un peu comme quelque chose de stable, qui nous aide à appréhender ces informations d'une manière plus intelligente, plus sensible, plus humaine. Je pourrais en parler pendant des heures, il y a plein de raisons pour lesquelles je pense que la littérature reste importante aujourd'hui. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour traiter ce sujet. En tout cas, maintenant, je pense que vous voyez un petit peu mieux ce qui est moteur dans toute ma démarche. Je vous remercie pour toutes vos questions et j'espère vous retrouver assez rapidement sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube ou sur le livre d'or de mon site. À bientôt!